Bienvenue au premier webinaire que Stéphanie et moi on fait ensemble. Donc, Ouais. on espère vous donner du contenu de qualité et d'être dynamique. Donc, aujourd'hui, dans le fond, le webinaire, là, c'est le lead nurturing. Fait que c'est comment convertir ses prospects en clients. Juste vous mentionner que Stéphanie va pouvoir répondre à vos questions. Fait que si tout au long du webinaire, vous avez des questions, des commentaires, peu importe, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Ça va nous faire super plaisir d'y répondre au fur et à mesure. Mais soyez rassurés, on a aussi une période de questions à la fin. Donc, je vais commencer par me présenter. Euh, Moi, c'est Milisa. Je suis team lead marketing chez Diary Insight depuis quelques mois, mais je baigne dans le marketing depuis l'entreprise au complet. Fait que je connais très bien Diary Insight. Voilà, Stéphanie, à toi. Bonjour, donc Stéphanie Veilleux, je suis gestionnaire marketing chez Dialogue Insight depuis 2 ans et des poussières. Mais sinon, moi, par expérience, j'ai beaucoup travaillé là, au niveau de la donnée en marketing, puis aussi d'automatiser les processus pour rendre en fait le travail plus efficace, performant, puis simplifier le travail des marketeurs de manière générale. Fait que je suis enchantée aujourd'hui de pouvoir vous partager un petit peu de mon expérience puis de mon bagage en ce qui concerne le lead nurturing puis tout ce qui est automatisation. Le programme du webinaire aujourd'hui, on va essayer que ça soit dynamique, que ça soit le fun à écouter. Fait que ça va vraiment être sur 5 axes. En premier, dans le fond, c'est ben un peu pourquoi, c'est quoi le lead nurturing, pourquoi en faire un et pourquoi c'est indispensable dans votre entreprise. Les étapes pour bâtir un bon plan efficace de nurturing. Après ça, les indicateurs de performance qu'on vous recommande de suivre, mais aussi là, ceux qui peuvent être liés à vos objectifs d'entreprise. Stéphanie va vous présenter là, à la fin un cas concret pour que vous puissiez vraiment voir concrètement comment mettre un lead nurturing en place dans votre entreprise. Et à la fin, comme je vous ai dit, on va terminer avec un questions et réponses. Donc, on va pouvoir faire le tour là, si vous avez des commentaires, des questions. Ça va nous faire super plaisir d'y répondre. Oui, puis tout le long de la rencontre, là, tu sais, à la fin, il y a une portion Q&A, mais tout le long, n'hésitez surtout pas à poser vos questions. Je le sais aussi qu'il y en a sûrement qui sont plus avancés au niveau du lead nurturing. Il y en a peut-être qui en ont jamais fait parmi vous. Fait que sentez-vous vraiment à l'aise, là. Il y a pas de mauvaises questions, il n'y a pas de mauvaises réponses. On est vraiment ici pour échanger, puis se donner des idées là, pour améliorer nos stratégies de lead nurturing. Fait que le lead nurturing, ça sert à quoi? Moi, j'aime bien le comparer à un jardin. Ça sert vraiment là, à nourrir vos prospects avec du contenu qui est pertinent, à cultiver une relation de confiance, puis de transformer vraiment un intérêt chez un lead en un engagement durable ou en une conversion. Le but, c'est ça, de passer de vos leads froids qui ne vous connaissent pas à des leads chauds qui vont être prêts à entrer en contact avec vos vendeurs ou à procéder à un premier achat. C'est ça le but d'un lead nurturing. C'est de fidéliser vos prospects, convertir davantage, raccourcir le cycle de vente aussi. Pardon, parce qu'en éduquant davantage vos leads, ben, ça va prendre moins de temps avant qui a confiance en vous puis qui décide de procéder, de faire une action concrète. Puis, encore une fois, ben, un lead qui a confiance en vous va être davantage porté à vouloir dépenser davantage. Fait que donc, augmenter les ventes. Si vous voulez en profiter là, dans le chat, peut-être pour nous dire justement, Stéphanie a dit, tu sais, il y en a qui peuvent être de maturité différente par rapport au lead nurturing. Si vous en avez dans votre entreprise en ce moment ou si c'est quelque chose que vous vouliez faire dans les prochains mois, fait que peut-être nous partager un peu justement où vous en êtes par rapport à ça. Euh, Dans le fond, le lead nurturing, une des choses qui est le plus important, c'est de comprendre. Ben, on vous a mis là, 3 statistiques différentes à droite. Puis vous allez me dire, ben, elles sont toutes un peu différentes. En fait, c'est qu'il n'y a pas de chiffre magique. Le nombre de points de contact peut être vraiment varié. Puis dans le fond, il y a plusieurs facteurs qui influencent le nombre de points de contact qu'un client doit avoir avec votre entreprise pour devenir un client, dans le fond. Fait un prospect vers un client. Ça peut
peut dépendre de la valeur et de la complexité de l'achat, de l'industrie ou le secteur d'activité, le niveau d'engagement du prospect, l'étape dans le processus d'achat. Donc, est-ce qu'il est à l'étape de découvrir son problème ou est-ce qu'il sait exactement le problème qu'il a, la solution qui s'offre à lui et aussi l'entreprise qui répond à son besoin et la solution qu'il veut. Puis la qualité des points de contact. Fait que c'est vraiment des facteurs qui différencient. Il y a plusieurs années, tu sais, on parlait de 5 à 10 points de contact. Maintenant, c'est beaucoup plus. Les canaux se sont multipliés, les points de contact se sont multipliés, l'hyper-personnalisation, la segmentation, tout ça est rentré dans le jargon marketing, ce qui fait en sorte que ça amène encore plus de facteurs qui influencent le nombre de points de contact. Puis c'est quelque chose qu'il faut tout le temps garder en tête quand que l'objectif, c'est d'augmenter la conversion de nos prospects vers des clients. C'est de tout le temps garder en tête le nombre de points de contact puis la qualité de ces nombres de points de contact-là. Puis les facteurs qui influencent le nombre de points de contact, ça devrait aussi faire partie peut-être d'un objectif ou de quelque chose que vous suivez dans votre entreprise là, de façon régulière parce que c'est quand même quelque chose qu'on peut travailler sur la valeur ou sur ce qu'on envoie là, dans notre lead nurturing. Donc, dans le fond, aujourd'hui, on va vous parler des étapes pour bâtir un plan de nurturing efficace. Vous allez voir, il y a beaucoup d'étapes. On va les différencier, on va vraiment vous en parler tout au long. Mais les principales, dans le fond, c'est comprendre qui sont vos leads, cartographier le parcours d'achat, personnaliser l'expérience, créer et diffuser des contenus pertinents, mesurer et analyser et optimiser. Donc, c'est vraiment les étapes qu'on va vous parler dans les prochaines slides, juste avant de passer au cas concret où on va vraiment vous parler d'une façon de le mettre en place. Yes, fait comme tu l'as mentionné, Mélisa, là, la première étape, c'est de comprendre qui sont vos leads. Les critères de base, là, on les connaît tous, là, démographique, comportemental, psychographique, géographique. Mais dans les leads nurturing, on va aussi parler de leads froids, leads tièdes, leads chauds. Hein, les leads froids, ça va être ceux qui n'ont pas vraiment un besoin d'achat présent actuel ou que leur intérêt est toujours pas clair. Sinon, les leads tièdes, ben, ça va être ceux qui vont être qui vont savoir qu'ils ont un problème, qui vont commencer à s'informer, qui vont démontrer un certain intérêt, mais qui ne sont pas nécessairement prêts à acheter tout de suite. Et vos leads chauds, ben, c'est vraiment ceux-là qui sont prêts à acheter, qui sont prêts à rentrer en contact plus en détail avec vos ventes. Donc, en fonction de où est-ce que vos leads se retrouvent, ben, vous allez pouvoir leur envoyer du contenu qui leur en sont propres. Hein, c'est sûr que les leads froids, on ne va pas nécessairement leur envoyer des essais de démo gratuits. On va plus essayer de les informer, de les instruire, de leur donner de l'information plus éducative. Versus les lead shows, ben là, on va vraiment vouloir être plus en démo, faire notre preuve sociale, offrir des témoignages de clients pour renforcer la confiance puis rassurer le client dans son achat. Puis ça va faire le pont aussi, comment comprendre ces leads, ça va faire le pont sur la cartographie du parcours d'achat. Fait que Mel, tu peux changer de slide. Oui. Donc, il y a 3 grandes étapes dans le parcours d'achat que vous connaissez probablement déjà. On parle de awareness, consideration et décision. Je parle en franglais un petit peu, désolé. C'est ça les termes en marketing. Donc, awareness, on parle de sensibilisation. Fait que c'est vraiment le prospect qui prend conscience d'un besoin ou d'une problématique. Dans cette étape-là, dans le fond, l'objectif, ça va être d'attirer l'attention avec du contenu informatif, comme je le mentionnais plus tôt. Exemple, des articles de blog, des vidéos, des guides, des checklists. En phase de considération, ben, il va comparer activement différentes solutions ou différents produits. Puis, on va vouloir davantage nourrir sa réflexion avec des études de cas, des invitations à des webinaires, à des live démos. Puis, en phase de décision, ben là, le lead est vraiment prêt à choisir un fournisseur. Puis là, on est dans la phase vraiment de rassurer, de convaincre avec des démos, des essais gratuits. Puis là, on parle d'hyper-personnalisation. Il n'y a plus de message générique à ce point-là. Il faut absolument que ça soit quasiment, en fait, du one-to-one communication là, avec vos leads qui sont rendus en stade de décision. Fait que c'est ça. Stéphanie,
Ouais, ben Stéphanie, vous avez un peu parlé de personnaliser l'expérience, là. En fait, c'est vraiment super important. Vous connaissez probablement toute la phrase. C'est vraiment important d'envoyer le bon message à la bonne personne au bon moment. C'est quelque chose que les marketeurs se font répéter depuis maintes et maintes années. En fait, c'est vraiment la base. On n'a pas changé la recette magique. C'est encore cette bonne et même phrase-là. Fait que, tu sais, personnaliser l'expérience, ça passe d'abord par la segmentation. C'est le point de départ qui est vraiment pour la personnalisation de vos communications. Dans le lead nurturing, l'important, c'est de segmenter selon le profil ou le persona. Fait que c'est quoi les caractéristiques démographiques, intérêts, rôles, secteur d'activité. Aussi selon les comportements. Fait que c'est ça qui va un peu vous amener aussi, il est dans quel niveau de votre lead nurturing, mais les actions, les interactions, l'engagement sur vos canaux. Le stade du parcours d'achat aussi, de la sensibilisation à la décision. Fait que c'est quoi les types de communication à leur donner selon le stade qu'ils sont. Et le scoring, le pointage, le niveau d'engagement, puis le potentiel du client. Et c'est vraiment la base de la segmentation pour personnaliser votre lead nurturing. C'est sûr que là, je vous dis ça, puis c'est pas manuellement, hein, on sélectionne pas une personne à y envoyer automatiquement en disant, OK, elle lève ses courriels à quelle heure, on va y envoyer. Ce qui est intéressant aujourd'hui en 2025 versus de nombreuses années, c'est qu'on a l'intelligence, tu sais, il faut miser sur l'intelligence de nos outils. Comme nous, chez Dialogue Insight, on a des fonctionnalités comme le canal intelligent, comme STO, par exemple. Ça va vraiment venir dire, ben, cette personne-là, elle a un engagement plus fort dans le canal, donc la notification, le SMS, le email, mais aussi à quel moment elle a le plus de chances d'interagir dans nos communications, de convertir. Donc, c'est vraiment important d'utiliser l'intelligence de nos outils et de ne pas le faire manuellement parce que sinon, ben, ça devient une charge quand même lourde à avoir là, dans les équipes marketing qui rapetissent de plus en plus souvent. Aussi, dans le fond, une des choses, tu sais, oui, c'est d'envoyer le bon message au bon moment, d'utiliser les outils, mais le contenu qu'on va créer, ça reste encore et toujours l'équipe qui va le faire. Tu sais, les prospects, ils convertissent pas sous la pression. Il faut gagner leur confiance. Fait que, tu sais, ça se fait avec de la cohérence, de la pertinence, de l'intégrité. Faut offrir du contenu qui est de plus en plus à valeur ajoutée pour bâtir des relations qui sont durables. Fait que vraiment, c'est quoi que notre prospect a besoin au moment dans l'étape où il est, dans la segmentation où il est. Fait que c'est vraiment important le contenu, dans le fond, la segmentation qu'on vient de parler sur personnaliser l'expérience, ça va amener sur les types de contenus à parler, les sujets à parler, mais tout le temps garder en tête que la valeur ajoutée, ce qu'on amène le plus au client. Moi, quand j'écris un contenu, j'aime aussi me demander à quoi ça va lui servir, c'est quoi qu'il a besoin d'entendre à ce moment-là. Fait que c'est super important de tout le temps garder ça en tête. Des fois, on veut marteler justement notre produit, notre service, c'est le meilleur, mais c'est pas ce qui amène une valeur ajoutée au client, donc c'est pas ou au prospect, donc c'est pas ce qui l'amène à avoir plus de confiance en nous ou d'avoir plus d'intérêt envers notre marque. C'est vraiment, tu sais, souvent on part là, puis on veut un lead nurturing, puis on crée super beaucoup de contenu, tu sais, de nouveaux contenus, mais c'est pertinent aussi d'utiliser des contenus qui existent déjà, puis qui performent déjà bien. Fait que par exemple, des articles de blog, des guides téléchargeables, des choses comme ça, des vidéos comme le webinaire que vous êtes en train de regarder présentement pourrait être un contenu qu'on envoie à un prospect. Fait que c'est vraiment intéressant d'avoir des contenus qui existent déjà et qui performe bien, ça va vous donner une bonne base de savoir, OK, je le sais que ces contenus-là performent bien, donc à quel type de prospect il va performer bien et dans quel stade de mon lead nurturing. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que 49% des consommateurs utilisent 3 à 5 canaux avant d'acheter. Fait que de leur envoyer sur plusieurs canaux, c'est vraiment important. D'ailleurs, il y a des erreurs à éviter. Premièrement, un seul parcours, de tout le temps faire le même lead nurturing pour tout le monde, de pas le personnaliser, de pas les adapter, ça manque de pertinence. Puis les gens, ben, quand on manque de pertinence, ben, ils décrochent plus par rapport à la marque. Le lien de confiance se bâtit beaucoup plus difficilement. D'utiliser un seul canal parce que présentement, il y a tellement de canaux qu'on parle, tu sais, les infolettes, les SMS, les notifications, mais aussi les médias sociaux, tous ces canaux-là de communication. Les
gens s'attendent veulent voir le canot sur différentes façons et veulent avoir des informations sur ces canaux-là qui sont différentes. Ils consomment les différents canaux selon un besoin personnel différent. Donc, c'est important aussi de prendre ça en compte. Et ben, le timing, c'est sûr que, tu sais, moi, je suis une maman de 4 enfants. Fait que si je reçois un courriel à 6h30 le matin, c'est moins pertinent pour moi. Je vais peut-être l'ouvrir, mais je vais moins être dans l'esprit de lire le courriel à 100% et de vraiment prendre en compte. Fait que tous ces petits aspects-là aussi, c'est pas à négliger. Mais comme je vous ai dit, tu sais, il y a des outils qui s'offrent à nous pour vraiment savoir le meilleur canal à utiliser, de personnaliser plus facilement et de personnaliser aussi le moment de l'envoi. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des questions, Steph, à date? Moi, je vois pas du tout là, le chat. Hmm, ben, il y a Olivier qui vient d'écrire comment faites-vous pour personnaliser à grande échelle vos séquences de nurturing? Ben ça, nous, on a vraiment plusieurs outils justement de segmentation puis de Ouais. personnalisation. Fait que c'est vraiment d'y aller premièrement avec la segmentation, puis après ça, ben on utilise différents outils là chez Dialogue Insight. On pourra peut-être en parler, Steph, si tu veux en parler justement dans le cas client là, peut-être en glisser un mot sur comment on le fait. Ça pourrait être pertinent avec le Mhm. cas client là. Oui, ben absolument. Tu sais, si je peux juste faire une petite parenthèse pour le moment. Tu sais, personnaliser à grande échelle, ben, il y a des outils. Premièrement, le scoring, là, c'est vraiment comme le core, je pense, du lean nurturing. Ça va vraiment analyser le niveau d'engagement puis le comportement de vos utilisateurs. Fait que ça va vraiment vous permettre d'identifier, ben, ils sont où dans mon parcours, fait que quel type de communication je peux leur envoyer. Sinon, pour ce qui est de la personnalisation plus par rapport à son profil, ben, il y a Persona qui existe, que nous, c'est un outil de segmentation qu'on peut utiliser qui nous permet de faire nos personas dans notre plateforme. Puis après ça, on a un overview global de OK, ben, on a tel pourcentage qui se retrouve dans le persona 1, 2, 3, puis tant de pourcents qui n'ont pas de persona. Fait que c'est sûr que là, après ça, c'est un petit peu plus dur. C'est d'aller chercher les informations qu'on a au niveau des formulaires, au niveau de. Mais c'est sûr qu'en lead nurturing, on a souvent peu d'informations parce que c'est pas encore des clients. Fait qu'il faut davantage, c'est pour ça qu'on dit scoring, c'est vraiment un levier super important parce que c'est vraiment sur ça qu'on va pouvoir se baser principalement pour pouvoir personnaliser nos communications. Et aussi, comme je disais, Persona qui est un outil super génial. Il y a des outils aussi intelligents. Tu sais, le AI est de plus en plus présent, mais on a des outils intelligents comme Melissa t'en a parlé tantôt, mais le Send Time Optimization qui va pour toi envoyer selon le comportement des utilisateurs au meilleur moment ton message. Tu as Canal intelligent qui va pouvoir envoyer ton message sur le canal préféré de tes personnes. Fait que, tu sais, déjà là, on parle de personnalisation, mais là, on est allé chercher plusieurs choses. Fait que, tu sais, on peut aller chercher ce qu'on a comme information dans ses formulaires par rapport à son comportement, comment il se comporte sur votre site web ou avec votre contenu, scoring, persona. Fait que ça, c'est toutes des manières qu'on peut aller personnaliser à plus grande échelle là, sans faire trop de manuels. Exemple La, d'outils. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Lisa, en nommant les outils ou est-ce que ça allait répondre à ta question? Tu peux prendre le micro aussi, il n'y a pas de problème, ou m'écrire dans le chat. Il y a aussi je suis en train de le perdre, mais je l'ai retrouvé. C'est la façon d'acquisition des leads aussi qui peut amener à la segmentation. Fait il y a Ouais. opt-in, dans le fond, en tant que prospect, de quelle façon? Fait que c'est-tu un guide téléchargeable sur quel sujet? Est-ce que c'est dans un événement? Puis que là, c'est vraiment l'événement, par exemple, qui est axé sur le e-commerce ou sur les technologies ou peu importe. Est-ce que c'est ben, qu'il a acheté tel produit qui fait partie d'entrée de gamme pour le reste. Fait que tout le fait de. Puis souvent, c'est ça, on veut acquisitionner le plus de prospects possible, mais il faut aussi réfléchir à quand que mon prospect s'intéresse à ce contenu-là, c'est quel type de besoin qu'il a, il est rendu dans quelle maturité. Fait que ça, c'est aussi intéressant quand on crée de l'acquisition de leads, de réfléchir à ça aussi en parallèle. OK. Est-ce que je suis sur la bonne slide? Oui, parfait. Dans
Fait que, dans le fond, le lead nurturing, c'est un processus qui est vivant. Il faut l'alimenter, le faire évoluer et l'enrichir en testant continuellement de nouvelles approches. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on le met en place, on réfléchit à notre lead nurturing, mais après ça, on le suit. On fait le suivi. Est-ce que ça augmente nos objectifs? Est-ce que ça augmente nos indicateurs de performance? Est-ce que ça augmente nos capacités à atteindre nos objectifs? Est-ce que ça répond à un objectif d'entreprise? Fait que c'est sûr que comme toute action marketing, le lead nurturing devrait venir aussi augmenter peut-être votre taux de conversion, venir diminuer le délai que vos prospects convertissent dans votre entreprise et deviennent un client. Fait que tout le lead nurturing devrait vraiment nourrir des objectifs et c'est pourquoi il faut suivre les indicateurs de performance. On vous en a mis une petite liste. Moi, je suis plus du style de à sélectionner ceux qui nourrissent vraiment des objectifs puis à me concentrer sur celle-là avant de passer au prochain. Fait que c'est peut-être pas pertinent si vous avez aucun lead nurturing de suivre tous les indicateurs en même temps. Tous les indicateurs devraient nourrir un objectif, devraient nourrir, atteindre, dans le fond, permettre d'atteindre un objectif d'entreprise. Fait que c'est vraiment super important de les sélectionner et d'en faire le suivi. Fait qu'on a vraiment, tu sais, puis de toute façon, on va vous envoyer la présentation, donc vous allez pouvoir avoir là, la liste. Mais en gros, tu sais, si on suit le taux d'ouverture, ben ça permet de voir est-ce que la pertinence de nos objets, est-ce qu'on doit les revoir, le taux de clic, c'est l'efficacité des indicateurs de performance. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est maîtrisé par beaucoup de marketeurs, mais si on descend, par exemple, dans la liste, le score d'engagement, c'est le niveau d'intérêt global, la conversion par contenu, identifier ce qui performe, ce qui performe un peu moins bien. Le taux de conversion, c'est super intéressant aussi de le suivre d'année en année, même si ça fait pas partie d'un objectif sur lequel vous travaillez, parce que ben, c'est intéressant aussi de voir l'évolution du taux de conversion. Puis des fois, ben, de voir que on augmente de 2, 3, 4, 5 le taux de conversion. Ça vient diminuer aussi, ben, diminuer l'investissement qu'il faut pour acquérir un client. Fait que c'est super intéressant aussi pour atteindre des objectifs sans augmenter les coûts, augmenter de façon significative tous les objectifs. Donc, on a pas mal fait le tour là, pour tout ce qui est de vous présenter la base du lead nurturing. Après ça, là, on va passer sur le cas concret avec Stéphanie. Mais si vous avez des questions, je le répète, je le sais, là, mais n'hésitez pas à l'écrire dans le chat. Ça va nous faire super plaisir avant de continuer. Oui, ben je vois que justement, Eve, elle avait une question, très bonne question en passant, là. Que recommandez-vous de faire pour des leads qui sont inactifs? Bon, ben pour les leads qui sont inactifs, de un, c'est de pouvoir les identifier. Encore une fois, on peut les identifier, ben, parce qu'ils n'ont pas fait d'activité ou en fonction de leur scoring. Puis moi, ce que je suggérerais de faire, c'est d'avoir un lead nurturing, une campagne de marketing auto, dans le fond, qui est automatisée, pour les réactiver. Fait qu'on parle d'une campagne de réactivation. Fait que, tu sais, de leur dire, hey, ça fait longtemps que vous n'avez pas interagi avec nous, est-ce que vous êtes toujours intéressés? De leur offrir aussi du contenu qui est exclusif ou une offre à durée limitée pour essayer de les inciter. Mais je pense qu'il faut savoir qu'à un moment où il faut aussi faire un nettoyage de base de données, tu sais, de garder ces leads-là qui sont inactifs pendant trop longtemps, c'est pas bon, puis c'est pas bon non plus pour votre réputation, tu sais, comme certains d'entre vous doivent le savoir, mais renvoyer toujours des communications des gens qui font aucune action, c'est pas bon pour votre réputation, pour votre IP address, par exemple, au niveau du emailing. Donc, moi, ce que je recommanderais, c'est ça, c'est de faire une campagne de réactivation de ces utilisateurs-là qui sont inactifs, d'essayer d'aller les rejoindre avec quelques touchpoints, puis si ça fonctionne pas, ben de faire un petit nettoyage de votre base de données de temps en temps, là, parce que c'est ça, ça peut aussi vous nuire à votre réputation là, si vous avez trop de leads qui sont dormants par rapport au nombre de leads que vous avez d'actifs dans votre base de données. T'avais-tu quelque chose à rajouter par rapport à ça, Mélisa? Ouais, ben, je dirais que quand on veut réactiver un prospect, c'est intéressant aussi d'essayer plusieurs contenus parce que c'est pas parce que il y a pas, ben là, je vais utiliser le terme mordu, là, mais je pense qu'on se comprend tout entre marketeurs, mais c'est pas parce qu'il y a pas
converti ou été intéressé par un type de contenu ou un type de proposition qui ne le sera pas par un autre. Fait que c'est pour ça aussi qu'il faut diversifier notre façon de le présenter, notre façon de les ressources présentées, etc. Parce que c'est vraiment, on le voit beaucoup ça en publicité numérique, un peu moins en infolette parce que ben on en voit une, puis c'est plus difficile, on peut faire des tests A/B, mais c'est pas des publicités numériques, là. Des fois, un prospect peut ne pas avoir converti aux 20 dernières et convertir à ce moment-là parce que c'est le moment dans l'année où il est rendu là, où il vient de découvrir sa solution, ou parce que le message, il parle plus qu'un autre. Fait que c'est vraiment important quand on fait une séquence de de réinscription, de réengagement, de faire en sorte qu'il partage plusieurs façons de l'attirer puis d'attirer son attention, là. Voilà. Mhm. C'est à toi. Oui, je vois qu'il y avait d'autres questions. Il y Ah, a vas-y. Alexandre qui a dit comment adapteriez-vous le lead nurturing à un cycle d'achat de awareness à conversion, un cycle d'achat qui est très long? Exemple, 18 mois. Est-ce que C'est une bonne question. Ben, je le testerais sur justement comme quand il rentre versus après 2 mois, 3 mois. C'est sûr que le délai, tu sais, je ferais pas un lead nurturing à toutes les semaines sur 18 mois. Quoique j'en ai déjà vu un cycle de vente de 12 à 18 mois, puis l'entreprise avait un infolette, un courriel dans ce lead nurturing-là sur genre 52 semaines, fait que 52 infolettes. Fait que ça pourrait là, être, mais je regarderais c'est quand les moments dans le cycle où il est rendu, puis c'est quoi, qu'est-ce qui l'intéresse, puis je garderais vraiment, tu sais, des fois, dans notre cycle, même si c'est long, il peut rester beaucoup plus longtemps dans considération, mais pas longtemps dans attirer la confiance. Fait que c'est vraiment de cibler c'est quoi, quand est-ce qu'il tourne, là, puis qu'est-ce qui fait en sorte qu'il passe à un deuxième niveau. Mhm. Puis, tu sais, on ajuste en fonction, tu sais, ta séquence de contenu, là. C'est sûr que c'est ça. Quand le cycle est très court, ben, c'est sûr que tu vas peut-être enchaîner tes touch points un peu plus rapidement. Mais quand c'est un cycle qui est plus long, ben, c'est d'ajuster sa fréquence. Puis ça, ben, tu vas pouvoir aussi t'appuyer avec tes indicateurs, tu sais, les KPI, puis mesurer justement ton taux de désabonnement. Tu sais, si tu vois que ton taux de désabonnement, il augmente, ben là, c'est peut-être d'essayer justement de changer puis d'espacer un peu tes points de contact là, dans ton cycle, là. Fait que c'est ça. Excusez, je suis en train de lire le message de Mylène qui est assez long, là. Qui promet à Paul, est-ce qu'on peut encore considérer le taux d'ouverture comme un indicateur fiable aujourd'hui? OK. T'es pas capable de les lire, hein, Mélissa, ce qui se passe dans le chat, hein, c'est ça? Non, pas du tout. OK. Ben, que Mylène a dit avec la Commission nationale de l'information et liberté, autorité française, qui considère désormais les pixels d'ouverture comme des trackers nécessitant le consentement et les protections comme Apple Mail Privacy qui provoquent des ouvertures automatiques, est-ce qu'on peut encore considérer le taux d'ouverture comme un indicateur fiable aujourd'hui? Je comprends le concern, mais si je peux, oui, ça reste que c'est un indicateur fiable. C'est sûr que c'est pas le seul indicateur à considérer. Mais c'est vrai que ça s'en vient de plus en plus difficile de s'y baser parce qu'avec les règles, comme tu dis. Mais oui, dans le fond, il faut juste s'appuyer avec des données peut-être plus récentes. Fait que, tu sais, comparer ton mois sur une période plus courte. Comparer ton taux d'ouverture sur le mois dernier versus ce mois-ci, peut-être plutôt que d'aller chercher des données qui datent de l'année passée à la même date, même année. Parce que, comme tu dis, ben, c'est sûr que les lois changent. Donc, la complexité, les données peuvent changer aussi très, très rapidement. Là. Fait que c'est peut-être plus de regarder ces KPI de manière ben, moins espacée dans le temps. C'est ça que je recommanderais, mais ça reste que c'est un indicateur important, le taux d'ouverture. Là, ça va te dire, en fait, c'est surtout pour la ligne d'objet. C'est ça c'est ton indicateur premier à savoir si tu as une bonne ligne d'objet ou non. Donc, oui, je dirais qu'il faut continuer à le mesurer. Oui. De votre expérience, avez-vous souvent des leads en contexte B2B qui cessent de répondre après une demande d'information? Je pense que oui, là. Mais Ça là, arrive tout le temps. Oui, oui. oui.
100%. Puis, tu sais, il y en a qui sont, tu sais, mettons, là, je prends des articles de blog ou peu importe quel article qu'on met sur les réseaux sociaux ou qu'on va ranker de manière organique sur Google. Ces gens-là peuvent tomber sur ton article ou devoir remplir un formulaire téléchargé, mais ils étaient juste vraiment intéressés par le contenu de ton article et non nécessairement de ta solution. Ils étaient peut-être juste pas en recherche active de changer de solution ou de... Fait que oui, absolument, là, ça arrive très fréquemment. C'est pour ça que c'est important aussi, comme je disais, de faire un petit ménage là, assez fréquemment. Là. Megan, comment adapteriez-vous cela aux consommateurs plus loin dans la chaîne d'approvisionnement B2B qui n'achètent pas directement chez nous, mais par nos clients? Difficile de quantifier également car cycle de vente, spécification avec architecte et designer très long en termes de contenu, vous éduqueriez plus généralement. Merci. C'est une très bonne question que je pense qu'il faudrait que je réfléchisse davantage pour pouvoir te donner une bonne réponse, Megan. Fait que je la garde, puis je vais peut-être te prendre un moment pour te... Ouais, c'est assez complexe en effet. Fait que je vais peut-être te répondre après la rencontre à ce moment-là. Super. Fait que s'il n'y a pas d'autres questions, ben, je vais enchaîner avec le cas concret. Je vais vous lire la petite. Ben, c'est un cas concret, mais c'est un cas fictif, là. C'est juste pour passer de la théorie à l'action puis de rendre ça un petit peu plus vivant. Donc, la petite mise en situation, l'entreprise s'appelle StrikeLink, qui propose une plateforme de SaaS qui aide les entreprises B2B à suivre la performance commerciale, centraliser les données et prédire les revenus avec précision. Sa clientèle cible, c'est des PME industrielles, technologiques et de services, 50 à 300 employés, avec un cycle de vente moyen de 3 à 6 mois. Tu peux passer à la prochaine slide. Donc, Stragling a décidé de, premièrement, identifier des personas pour pouvoir savoir rapidement là, dans sa base de données à qui il s'adresse. Fait que pour Stragling, il y a comme 3 personas. Tu as Jean-Philippe, que c'est le directeur des ventes, que c'est lui qui prend les décisions. Lui, ses problématiques sont plus reliées à trop de données manuelles, des outils dispersés puis une perte de visibilité. Ses canaux préférés, il adore être contacté par courriel ou directement sur LinkedIn. Sophie, elle, c'est la directrice marketing. Elle, est influenceuse. Fait que elle va avoir une influence dans le choix du décideur. Elle, ses problématiques, c'est aussi au niveau des données clients éparpillées, l'absence d'intégration de CRM. Puis ses canaux préférés, elle aime ça, recevoir des courriels, mais aussi participer dans des webinaires. Puis LinkedIn aussi. Elle apprécie beaucoup les contacts qu'elle crée. Marc-André, lui, c'est le directeur TI. Lui, il s'assure de la faisabilité de la solution. Fait que c'est vraiment plus l'aspect technique qui va l'intéresser. Donc, c'est un petit peu ça l'overview des personas pour Strikeling. On peut passer à la prochaine. Fait que le qui aussi, ben, ça va faire le pont. On le disait tantôt, là, au niveau des lignes, des leads, on a souvent peu d'informations sur les contacts. Donc, cartographier le parcours, encore une étape très pertinente pour savoir quel type de contenu on va leur envoyer parce que chaque étape, ben, consiste à un objectif différent. On l'a quand même déjà nommé, mais pour vous donner des exemples plus concrets, dans le awareness, ben, la personne aurait pu télécharger un e-book, visiter un blog, aurait pu s'abonner à l'infolettre. Puis le type de contenu qu'on va vouloir y réenvoyer, si elle est dans le stade d'awareness, en fonction de son scoring, qu'on va voir à la prochaine slide, ça va être d'autres articles, des vidéos, des guides, des checklists. Puis, excusez-moi, j'ai encore des participants, puis je sais pas pourquoi je suis pas capable de juste toutes les activer en même temps, puis je les fais manuellement en même temps. Considération, ben ça serait une personne qui aurait participé à un événement ou à un webinaire, qui aurait fait des visites là, répétées, donc son scoring est un petit peu plus élevé qu'en awareness, aurait fait plusieurs ouvertures lors de courriel. Ben dans ce cas-là, on va y envoyer des contenus un petit peu plus costauds, on va dire. Donc, des études de cas, des livres blancs, des comparatifs. On va l'inviter à participer à d'autres événements. Puis encore là, l'objectif, c'est vraiment d'éduquer puis de renforcer là, la confiance. Puis là, si notre lead, ben, il y a un scoring plus élevé, là, qu'elle répond à nos critères, nos personas, elle a scoré 80 dans son score global, ben là, on va vouloir lui envoyer vraiment des témoignages, lui faire des essais gratuits, l'inviter à faire un live démo. Là, on est vraiment dans une phase de rassurer puis de convaincre. Là, on est plus dans la phase de vendre, vendeur, si je peux m'exprimer comme ça.
On va passer à la prochaine slide qui va nous aider justement. Là, c'est un exemple de système de pointage. Là, je suis allée avec de quoi qui est vraiment basé seulement sur le comportemental, mais on aurait pu y aller aussi avec des critères de profil là, démographique, géographique, limite, là, mais de l'information qu'on a sur le profil de la personne. Par exemple, justement, si son rôle, c'est un rôle de décision, ben, on aurait pu donner un score de plus 20. Ça, comme je dis, ben, ça va nous aider à nous repérer à où est-ce qu'on est, puis quel type de contenu on envoie à cette personne-là, puis à quel moment passer la balle aux ventes aussi. Parce que un point qu'on n'a pas mentionné, là, mais le lead nurture, il faut vraiment s'arrimer avec les ventes aussi. C'est un travail des deux équipes. Parce que, tu sais, puis pour aussi, si je pourrais dire, là, mais affiner la switch, là, parce que si au marketing, on qualifie trop rapidement nos gens, puis qu'aux ventes, ben, ils reçoivent des leads qui ne sont pas qualifiés, ben là, eux autres, ça va augmenter leur charge de travail, puis ça n'augmentera pas nécessairement les ventes. Fait qu'il faut vraiment travailler en symbiose avec les ventes, puis se parler fréquemment pour pouvoir ajuster le système de pointage. C'est ça qui va nous aider aussi, là, à savoir ben, le nombre de personnes qu'on a rendues à la dernière phase du parcours d'achat. Combien est-ce qu'il y en a qui ont converti? Ça va être un indicateur qui va pouvoir vous aider à ajuster votre système de pointage. Donc, comme vous pouvez voir, là, j'ai mis des exemples de mais si la personne a téléchargé un blog, plus 10 points. Si elle a visité la page prix, plus 20 points. Puis si elle a visité une page, plus solution ou produit, 10 points. Fait que bref, c'est juste des petits exemples là, de pointage. Puis j'ai mis aussi le seuil de qualification par rapport à chaque passe. Est-ce qu'il y avait des questions par rapport au pointage? Parce que comme on l'a dit, c'est quand même un facteur important dans le lean nurturing. Fait que si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Personnalisation, c'est ça. Fait que là, on va aller, comme je disais, on continue toujours dans la même book, mais on va ajuster le contenu en fonction du parcours d'achat. Fait que des exemples de séquences, ça pourrait être, bon, ben, le jour 1, dans la phase d'awareness, on va y envoyer un message d'introduction avec un article de blog ou une infographie. Jour 4, on pourrait partager un guide ou une genre de petite checklist. Jour 8, un contenu un petit peu plus éducatif, mais toujours en légèreté. En phase de considération, ben, le jour 1, ça pourrait être une étude de cas client pertinente. Jour 5, un livre blanc ou un comparatif de solutions. Jour 10, ben là, on l'invite à un événement comme un webinaire. En phase de décision, jour 1, ça pourrait être une invitation à une démo personnalisée à un essai gratuit parce qu'en phase de décision, on va se dire on veut pas trop attendre. Là. Des fois, quand on est prêt à trouver une solution puis qu'on compare les solutions de manière plus chaude, ben des fois, c'est pas très long. Fait qu'on veut pas manquer, on veut pas manquer la vague. Jour 4, ça pourrait être, on renforce la confiance, encore une fois, comme je disais, avec des témoignages clients ou des preuves sociales. Jour 8, on fait une offre incitative. Là. Fait qu'un un essai prolongé, un accompagnement, une offre à durée limitée. Fait qu'on veut vraiment là, essayer de convertir le plus possible rapidement. Yes. Un exemple là, où est-ce qu'on pourrait aller personnaliser en fonction du persona, un petit peu plus des critères du profil de la personne. J'ai pris l'exemple d'un webinaire. Fait que si Jean-Philippe, Sophie puis Marc-André participaient à un webinaire, mais quel genre de contenu est-ce qu'on pourrait leur envoyer? Bien, c'est sûr qu'il faut se baser davantage sur leurs objectifs et leurs problématiques actuelles. Fait que vu qu'ils ont des objectifs et des problématiques différentes, ben ça serait de leur envoyer du contenu qui reflète ça. Donc, Jean-Philippe, on pourrait, par exemple, lui envoyer une ressource qui parle de découvrir comment coacher vos représentants avec des données en temps réel. Tandis que Sophie, elle, on pourrait lui envoyer quelque chose qui dit comment Strikeling automatise la remontée des KPI en marketing parce qu'elle est vraiment sur les résultats marketing. Puis Marc-André, lui, la faisabilité, ben, ça serait les 3 étapes pour intégrer Strikeling à votre CRM existant de manière efficace, rapide, pour le rassurer. Donc, voilà. Prochaine slide. Yes. Puis, mesures et performances. Fait que, tu sais, là, on les a pas tous mis pour les biens de la cause, là, parce que ça serait quand même long. Mais comme on disait, ben, c'est bien après. Là, c'est un exemple d'un cycle, d'un parcours d'achat qui est normalement de 3 à 6 mois. Fait que bon, ben, après 3 mois qu'on a commencé à faire notre lean nurture, bon, où est-ce qu'on en est par rapport à les objectifs qu'on s'était fixés? Est-ce que notre taux d'ouverture suit? Est-ce que nos taux de clics sont alignés? Puis en fonction de ça, ben, on va pouvoir optimiser
davantage, là, puis tester des choses. Parce que, comme on dit, c'est un processus qui est vivant. Fait qu'on pourrait faire des vitesses sur les lignes d'objets si notre taux d'ouverture est trop bas. On pourrait analyser le parcours, détecter les points de friction entre les séquences d'envoi. On pourrait ajuster le scoring si on voit que vraiment les gens, ben finalement, ils se qualifient trop vite, il y a trop un gros volume au niveau des ventes, ben on pourrait réajuster à la baisse un petit peu le scoring. Donc, c'est tous des petits trucs. Je sais pas, Mélisa, si tu avais quelque chose à rajouter là, sur l'analyse, qu'est-ce qu'on pourrait aller optimiser. Fait que là, on a parlé ben, il y a les contenus aussi, là, tu sais, c'est de voir tu sais, avec le taux de clic, si vos contenus sont pertinents ou non, qu'est-ce qui fonctionne, si on pourrait regarder qu'est-ce qui fonctionne bien, puis tester des nouvelles choses. Puis, veux pas, ça va tellement vite. Puis il faut rester d'actualité. Fait que les contenus, il faut quand même les changer assez fréquemment. Fait que peut-être qu'après 3 mois, il y aurait des contenus qui nécessiteraient un petit rafraîchissement ou une petite mise à jour. Fait que c'est Le toujours de délai garder ça aussi. en tête. Le délai entre les différents courriels, ça Ouais. peut aussi être optimisé. S'il y a une trop gros, un trop gros, tu sais, entre, mettons, le taux de clic du courriel numéro 1 qui est à 5%, puis le courriel numéro 2, 10 jours plus tard, est à moins de 1%, ben ça pourrait aussi être le fait que il y aurait peut-être besoin, les personnes auraient peut-être besoin qu'on leur parle plus souvent, dans un plus court laps de temps parce qu'ils ont déjà passé à un autre problème ou ils ont déjà trouvé leur solution. Fait que ça dépend aussi, c'est ça, du délai là, du lead nurturing puis de la conversion. Là. 100%. Est-ce qu'il y avait des questions? Est-ce qu'il y en a qui auraient envie aussi peut-être de partager là, des choses qui ont bien fonctionné? Ils ont fait des modifications dans leur ligne nurturing, puis tu sais, ça a comme tout changé leurs résultats. Ben, pas tout changé, là, mais ça a augmenté leurs résultats. Vous suggérez combien de points de contact avec les leads pour se rendre de la phase awareness jusqu'à la phase des décisions? Est-ce qu'on doit se fier à notre parcours d'achat? Mais c'est un petit peu ce que Mélisa disait en début de la présentation, c'est qu'il n'y a pas de chiffre magique de nombre de touch points. C'est vraiment en fonction de votre industrie, de la complexité de votre produit, de votre solution. Tu sais, si c'est un prix faible versus un prix élevé, le nombre de touch points diffère vraiment beaucoup. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2025, les gens sont partout, tu sais, fait que faire seulement tu sais, d'utiliser qu'un seul canal de communication, c'est plus vraiment suffisant, en fait, là, en 2025. Fait que ça, c'est un critère à considérer, mais le nombre de touchpoints, ça va vraiment dépendre de votre produit, de votre solution, puis ouais, de votre parcours d'achat à vous. Le fait que ça va être, ça- c'est propre à chacun. Puis une Pourriez-vous des envoyer? statistiques que vous pouvez regarder aussi, c'est votre taux de conversion. Fait que ça, le lead nurturing va venir tu sais, de suivre votre taux de conversion ou le délai de conversion. Là. Fait que, tu sais, par exemple, je me souviens plus qui avait dit que c'était 18 mois. Ben, si le lead nurturing fait en sorte que ça devient 16 ou 14 mois, ben, tu peux voir si je rajoute 1, 2, 3, 4 communications, est-ce que ça diminue mon délai? Est-ce que ça augmente mon taux de conversion? Fait que c'est toutes des statistiques qui peuvent être intéressantes à suivre là, avec les ventes puis avec tout ça pour voir c'est quoi qui est pertinent de faire, mais il n'y a pas de. On aimerait tout ça hein, qu'il y ait des chiffres magiques, mais ça n'existe pas. Exact. Puis, si je peux faire juste une petite parenthèse, quand on est en phase d'optimisation, c'est important aussi de pas faire trop d'optimisation en même temps, là, mais de se focusser, de tester une chose, de le changer, de mesurer, de voir les résultats, parce que si on modifie plein de choses en même temps, qu'on rajoute des contenus, qu'on change des contenus, qu'on modifie nos lignes d'objets, ben on saura pas qu'est-ce qui a fonctionné. Fait que c'est vraiment d'y aller par étapes. C'est un processus, ça prend du temps de bâtir un lean nurturing qui est vraiment performant. Là, ça se fait pas du jour au lendemain. Donc, c'est ça. Je vous conseillerais de prendre le temps d'analyser ce que vous avez actuellement. Puis quand vous faites des changements, d'y aller vraiment une étape à la fois pour pouvoir après ça être capable de bien mesurer puis de savoir qu'est-ce qui a fonctionné puis qu'est-ce qui a moins bien fonctionné. Olivier dit, pourriez-vous envoyer le lien de votre outil Persona que vous avez parlé tout à l'heure? Oui, ben on a de la documentation par rapport à ça, fait que définitivement qu'on pourrait vous envoyer ça, Olivier. C'est super.
Si vous avez des questions, même après, là, n'hésitez pas à nous écrire un courriel là, ça va nous faire super plaisir de répondre à vos questions. Tu sais, des fois, justement, on a parlé de nos outils ou des choses comme ça. Ben, tu sais, il y a aussi nos représentants qui font des démos, mais même si vous n'êtes pas rendu là, tu sais, si vous dites juste, j'aimerais ça avoir plus d'informations ou peu importe, n'hésitez vraiment pas à nous écrire des courriels, puis ça va nous faire super plaisir de vous répondre, là. On est deux passionnés du marketing, fait que on va juste aimer répondre à vos questions, là. J'ai laissé l'adresse courriel marketing si jamais, mais vous avez aussi Bonne idée. l'adresse courriel que vous pouvez utiliser qu'on a mis pour vous envoyer des courriels. Ça peut être Ouais. là. Ben, merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps aujourd'hui de prendre le temps de poser des questions, de nous écouter. J'espère que ça a été, que vous avez appris quelque chose ou que du moins ça a remémoré certaines affaires du côté théorie. Y avait-il d'autres questions? Super. Non? Je pense pas. Parfait. Ben, je vous souhaite une Mais belle merci journée, tout le puis en tout monde. cas, j'espère qu'on a répondu à des informations, qu'on vous a donné des informations puis que vous avez appris.